Oui. Bon. Bonjour à toutes et tous. Je vous présente Jean-Pierre Bibrine. Anne-Sophie qui a coécrit ce livre. Ce film. C'est marqué. Ça me fait quelque chose parce que Jeanne Goudal, l'avoir là dans ce... Voilà. Oui. C'était assez émouvant. On n'a pas prévu de faire un speech particulier, mais on est là pour répondre à vos questions, si vous en avez. Donc, il y a un micro qui va circuler et on peut vraiment prendre le temps. Il y a 2 micros qui circulent. Vous êtes peut-être un peu assommés parce que le film, ouais, moi, ça m'a fait quelque chose aussi, là, de revoir les dernières images. Voilà, c'est une palpitation. On peut s'asseoir aussi. Bonjour, merci. Je suis un peu gênée par le seul message que j'ai entendu qui consiste à acheter bio, enfin bon, une responsabilité individuelle, à faire attention à nos vêtements. Et j'ai tellement l'impression qu'aujourd'hui, il faut que ce soit politique et il faut que ce soit collectif, que cette responsabilisation individuelle, elle me gêne. C'est pas une question, mais je veux bien vos sentiments là-dessus. On prend les questions les unes après les autres. Non, bon, enfin, c'est comme vous voulez, mais on peut... Ça va peut-être amorcer si on... Ah, c'est gentil. On a un vrai désaccord là-dessus avec Yann, je vais pas le cacher. Moi, j'ai insisté pour qu'on aille vers la politique à la fin du film. On avait des images de la Convention citoyenne pour le climat, on avait des images des COP, je ne sais plus si elles y sont, il y en a peut-être quelques-unes. Et ça allait encore plus loin, on avait mis des images de Donald Trump avec ses propos climato-sceptiques. Mais ça ne convenait pas à Yann et une partie de l'équipe. Donc j'ai pas pu emmener Yann à cet endroit-là, mais on s'est pas mal disputé, on va dire, là-dessus, où je disais, Yann, la société est politique, et aujourd'hui c'est un combat politique, l'écologie, et Yann est porté par une autre ambition, qui est celle du message d'amour, qui est celle qui traverse toute son œuvre, et il dit, moi, je ne veux pas, je veux un propos dépolitisé. Donc, j'ai tenu une ligne de front au niveau de l'écriture à pouvoir essayer de dire des choses, mais il y a certains éléments, et accessoirement, les images n'étaient pas les plus belles, donc ça aussi, ça pesait dans son choix de ne pas conserver. Mais on a eu de gros débats de fond sur comment est-ce qu'on positionne les choses. Et en effet, je disais, la responsabilité individuelle est importante, certes, mais elle ne suffit pas aujourd'hui. Et les problèmes de justice sociale, ce qui a été exprimé après les Gilets jaunes, on doit le considérer. Et aujourd'hui, on voit bien que la prise de conscience est faite dans une partie de la société, que les militants, les activistes ont réussi à gagner un certain nombre de choses, mais qu'il y a une frange de la population qui n'a pas les moyens d'agir. Plus d'une personne sur 2 en France a déjà connu un épisode climatique. Tout le monde est affecté, je pense que tout le monde en a conscience. Même les climato-sceptiques sont obligés d'agir d'une certaine manière, hein, c'est ce que disent les études. Maintenant, il y a d'autres choses qui bloquent aujourd'hui l'action. Et donc, on a besoin de leviers profondément politiques, empreints de justice sociale. En tout cas, moi, je le pense profondément. Et voilà. Mais ça a été un sujet de débat au sein de l'équipe. Moi, je veux bien dire 2 mots aussi qui vont... en partie dans le même sens, mais pas que. C'est un film de Yann Arthus Bertrand. Quand il nous a fait venir, je ne sais pas comment il t'a fait venir, moi, quand il m'a demandé de contribuer... Quand il m'a demandé de contribuer, c'est parce que je fais de l'astrophysique et qu'il voulait qu'il y ait un fil conducteur qui va du cosmos jusqu'à une responsabilité collective qui est justement liée à notre responsabilité quand on comprend ce que la Terre est devenue la Terre et ce que le vivant l'est devenu et d'où il vient. Donc, c'est vrai qu'il y a eu probablement, non pas un malentendu, mais bon, il avait envie de faire son film, et la question pour nous était de savoir, compte tenu de tout ça, il y a du plus et du moins en travaillant avec lui, il porte quelque chose d'extraordinaire dans sa vision de la Terre. Après, ce qu'il en fait au niveau de l'interprétation, c'est lui. Ce que je dois dire quand même, c'est qu'il me semble, enfin, j'aimerais savoir un peu comment l'audience l'a vu,
il y a malgré tout des messages portés là-dedans qui ne sont pas aussi négatifs que vous le dites, je pense, sur le passage de l'individuel au collectif et où sont les responsabilités. Et il me semble, et honnêtement, pour avoir discuté ensuite, à la sortie de ce film, on a tous eu des grandes frustrations, pour vous le dire, par rapport au produit final qui est... le produit final qui finalement, c'est lui qui l'a signé quelque part. Donc voilà. Je pense qu'il n'a jamais été aussi loin, malgré tout, dans une direction qui est celle auquel aussi bien Sophie que moi on essaye de lutter et de contribuer, en tout cas, en particulier en venant à ce festival, pour essayer de porter la voix à nouveau vers un collectif qui est un collectif de coopération, de collaboration, d'échange, etc. Et tous les gens auxquels j'ai pu, moi, discuter après, de sa famille ou de ses proches, ont dit « mais je ne sais pas comment vous êtes débrouillé parce qu'il n'a jamais été aussi loin dans la dénonciation du système. » C'est quelqu'un qui spontanément ne va pas... Il connaît beaucoup de gens qui sont le PDG de Total, enfin bon, il vit aussi dans un monde pour lequel il avait des difficultés. Si vous regardez bien dans le film, une seule fois il prononce le mot de capitalisme, c'est pour dire qu'il a offert énormément de bienfaits à la société et on n'a pas réussi à lui faire dire le complément, qui d'ailleurs est quelque chose qui dans ce festival apparaît de festival en festival, que la responsabilité majeure maintenant, c'est pas l'homme comme espèce, mais c'est l'homme d'un certain mode de production. C'est Yann Arthus Bertrand, mais il me semble, mais j'aimerais vous entendre aussi là-dessus, que ce qu'il apporte par sa vision et par l'aura qu'il a, en France en tout cas, est malgré tout extraordinairement positive. Donc voilà, je ne voudrais pas qu'on retienne de cela que le fait qu'il roule en voiture électrique, d'ailleurs il explique lui-même qu'il s'est fait avoir là-dessus, et son réflexe bio, en même temps, quand on lit entre les lignes de ces images, on comprend bien qu'il y a une maltraitance du concept lui-même. Enfin voilà, moi il me semble que, mais encore une fois, c'est à vous de le dire, qu'il y a malgré tout une portée extraordinairement positive de ce qu'il dit. La fin, par exemple, c'est quelque chose qui est venu à la fin du film, le fait de faire porter la fin du film par des interventions de femmes qui ont été filmées tout à fait à la fin, c'est quelque chose qui n'est pas venu de lui, on peut le dire, et qui a été rajouté in extremis quelque part, et qui est malgré tout très bien faite, je crois, et très bienvenue, et qui modifie effectivement ce que l'on ressort de ce qui ressort de ce film. C'était une autre fin à un moment donné. Bon. Voilà, donc c'est l'ensemble qu'il faut voir. Monsieur, je crois. Et après, juste pour ajouter quelque chose, et on peut prendre votre question, le micro va arriver. C'était aussi tout un film sur les paradoxes et en fait de ces logiques dans lesquelles on est pris à se dire ce que je fais ne sert à rien. Et donc c'était aussi explorer cette forme d'impuissance qui était très important. Et donc on avait listé une quarantaine de paradoxes. Et Yann, comme tout le monde, est pris là-dedans, quoi. Mais aussi avec en effet les milieux qu'il côtoie. Mais du coup, les débats étaient très importants et très riches aussi au sein de l'équipe. Et quand moi je suis arrivée en février pour commencer à travailler sur le film il y a 1 an et demi, Yann était surtout très affecté par ce qui se passait à Gaza et en Ukraine. Et il se demandait comment continuer à porter le message de l'écologie dans ce monde où règne une forme de brutalité. Là, moi, j'essayais de lui dire... si on prend la pensée du biologiste Olivier Hamon, ce qui est en train d'arriver là avec toutes ces guerres, c'est que l'illustration d'une logique qui est à bout de souffle et qui ne peut que terminer par du conflit et de la violence. Et c'est là qu'il faut reprendre les leçons du vivant pour essayer d'aller explorer d'autres types de dynamiques. Il y avait une question ici, je crois. Ouais, voilà, pardon. Merci beaucoup pour ce très beau film. Effectivement, on en ressort avec une claque, mais je trouve la fin extrêmement intéressante. Merci beaucoup d'avoir mis ces visages. Ça humanise et ça centre un peu le propos. Et donc, ça permet de le rendre un peu à notre échelle. Je partage l'avis de la dame qui a posé la question, où on a l'impression aujourd'hui que, quelquefois, il y a une différence entre individuel et collectif. Mais là, ce que vous venez de dire, je vais poser une question sur ce que vous venez de dire sur l'écologie et les politiques. Mais en fait, je crois que je ne comprends pas ce que ça veut dire. Peut-être que c'est parce que je ne comprends pas bien ce que c'est la politique, du coup, et qu'est-ce qu'elle a à voir avec l'écologie. En fait, je ne comprends pas, du coup, comment, quand on me dit l'écologie et les politiques, ça veut dire que moi, à mon échelle individuelle, qui vote, on va dire, aux élections de mon maire, de mon président, de ma présidente, peut-être un jour, qu'est-ce que ça veut dire pour moi l'écologie politique ? Voilà.
je trouve ça, j'aimerais beaucoup en faire, ou alors peut-être que j'en fais déjà. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Parce que si c'est l'échelle à laquelle on doit travailler, je resterai toujours un individu, peut-être partie d'un groupe. Mais qu'est-ce que ça veut dire du coup pour moi et pour chacun d'entre nous? Demain, quoi, lundi. Moi, quand j'utilise ce terme, ça ne veut pas dire qu'il faut se lancer en politique. C'est juste dire que la société fonctionne avec des décisions profondément politiques, quoi qu'il arrive. Les lois sont définies par des personnes qui ont été élues. Les lobbyistes n'ont du pouvoir que parce qu'il y a des hommes et des femmes élus qui sont à l'écoute de ces lobbies et qu'on a besoin d'avoir des personnes qui sont hermétiques à ça et qui écoutent peut-être d'autres types de lobbies plus écolo-compatibles pour essayer de faire changer un système qui aujourd'hui nous mène à notre perte. Mais on peut politiquement s'engager dans la société en s'engageant dans une association, en choisissant de ne pas acheter quelque chose. Enfin, il y a plein de gestes qui peuvent rentrer comme ça dans une forme de résistance à un système qui aujourd'hui nous enferme. Et après, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et ça, c'est un débat qu'on a eu avec Yann aussi. Mais voilà, il me disait, écoute, Patrick Pouyanné, PDG de Total, il dit bien que les Françaises et Français ont besoin de mettre du pétrole dans leur voiture. Et c'est un argument qui est utilisé pour justifier qu'on doit continuer à utiliser du pétrole. Et ça, c'est étudié par les sciences sociales. Ça fait partie des discours de l'inaction climatique, de cibler sur ces gestes individuels. C'est oublier qu'une société comme Total pourrait aujourd'hui prendre sa responsabilité et dire c'est complètement inconscient et nous devons investir l'argent que nous avons dans d'autres types de solutions qui ne vont pas aller jusqu'à la dernière goutte et faire exploser toutes les bombes climat. Donc, et prendre la mesure de cette dimension politique, pour moi aujourd'hui, est très importante. On a beaucoup, beaucoup de gens sont lassés de la politique et vu le contexte actuel, c'est normal. Mais il y a aussi de très beaux combats qui peuvent être gagnés politiquement et à tout type d'échelle. Et ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer dans un parti, parce qu'il y a des gens pour qui ça ne va pas du tout. En revanche, je crois beaucoup dans les alliances aujourd'hui, c'est-à-dire que il y a des activistes, il y a des influenceurs et influenceuses, il y a des personnes dans les ONG, il y a des naturalistes, il y a tout un tas de personnes, il y a des scientifiques aussi qui peuvent se mettre côte à côte et ensemble, à la mesure de leur talent, s'allier pour essayer de porter des causes. Et je crois que c'est aussi fait partie des messages qui sont dits à la fin. Et ça, c'est aussi faire front et prendre ses responsabilités. Et je crois que c'est ça qu'on a besoin de travailler. Et je n'ai pas vu encore d'espace où stratégiquement on s'organise pour travailler dans cette forme d'intelligence. Il y a encore beaucoup trop de querelles dans ce qu'on fait. Et il faudrait qu'on arrive à penser ça, à mon sens. C'est peut-être illusoire d'y croire, mais moi je m'étais dit que 10 ans après la COP 21 à Paris, ça aurait pu être chouette d'avoir comme ça une sorte de conciliabule pour dire mais qu'est-ce qu'on fait maintenant pour s'organiser véritablement et arriver à prendre le pouvoir pour modifier un certain état de choses. Bonjour, je viens du Brésil et merci pour le film. Et ce n'est pas exactement une question, mais c'est surtout pour raconter un peu ce qui se passe et pour dire qu'à mon avis, c'est très important, le grand rencontre de l'amour et de la science. Moi, j'ai mes origines aussi dans les peuples autochtones guaranis, et nous, on a une cosmovision bien spéciale. Et nous, et tout le peuple autochtone du monde, nous sommes responsables pour plus de 80% de ce qu'on garde dans la nature vivante. Au Brésil, et la partie qui reste encore de nos masses vertes, c'est à nous qu'on conserve avec notre forme de vie, en harmonie, en respect avec les gens, mais aussi avec tous les êtres vivants. Bon, la politique, c'est très important de participer. On dit toujours penser globalement, agir localement. Ça, c'est une phrase très importante, mais surtout une action. Moi, je me suis engagée avec des groupes de femmes indigènes qui écrivent, qui occupent les espaces pour partager les connaissances ancestrales de nos ancêtres. Mais aussi, j'étais élue déléguée de l'environnement dans ma municipalité. Je participe aussi avec des conférences d'environnement au Brésil, soit municipales, soit de l'État, soit nationales.
Et donc, c'est ça, il faut qu'on soit actif dans ton quartier, dans ta journée, dans ta maison, dans ton territoire, dans l'école, dans toutes les organisations, comme vous avez bien dit. Et ça, c'est juste pour dire que c'est possible. Et les femmes, nous sommes là, toujours, en avance, comme au Mexique aussi. Et on participe, on a réussi à avoir un ministère du peuple indigène. Et c'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, moi, j'ai une question. J'ai une question d'Erwan de Quiberon depuis le chat. Bonjour, on ne veut pas condamner l'humanité dans ce film, mais peut-on encore croire au regard du monde dans lequel on vit qu'une réconciliation est possible ? On a mal entendu, excuse-moi. On ne veut pas condamner l'humanité dans ce film, mais peut-on encore croire au regard du monde dans lequel on vit qu'une réconciliation est possible ? La réconciliation, Jean-Pierre. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, la question telle que je la comprends, c'est de... Quand on fait la somme de tout ce qui ne va pas, quand on voit la vitesse à laquelle les choses ont évolué, qui est celle de décennies, et quand on voit surtout la nécessité de ce qu'il y a à changer, c'est-à-dire des changements réellement de paradigme, de rapport entre les peuples, les questions à changer sont tellement énormes, on se pose la question de savoir si c'est une belle utopie ou s'il y a une possibilité quelconque de faire ce que Yann Arthus Bertrand appelle la réconciliation, et ce que nous, en principe, on appelle simplement la coopération à l'échelle planétaire. Est-ce que c'est une utopie ou pas ? Et c'est une vraie question. Et quand on parle du passage du singulier au collectif, c'est ça qu'il y a derrière. Est-ce que réellement une prise de conscience rapide est possible et est-ce qu'elle peut être salutaire ? Peut-être, vous avez une question qui est là-dessus ou bien... Non, allez-y, terminez. Ce que je veux dire, c'est que, bon, en tout cas pour moi, la raison pour laquelle je suis rentré dans ce film quand on me l'a proposé, c'est que ce qu'il m'avait dit au démarrage, c'est que voilà, quand on regarde des photos de l'espace à grande échelle, le James Webb, etc., on est estomaqué de la beauté de ces images. Et d'ailleurs, ce que je veux tout de suite dire, c'est que les images sont merveilleuses, mais une image en soi ne suffit pas. Et ce qu'il y a de très beau, je trouve, dans ce film, mais c'était la même chose dans La Terre du ciel qu'il avait fait. L'image elle-même prend sens avec la légende. Et là, l'image, en général, prend sens avec le commentaire qui va avec. Une même image peut dire des choses très très différentes et elle peut être belle ou pas belle, ça ne veut rien dire en soi, tant qu'on ne la met pas dans un discours quelque part. Et ce que j'ai essayé de lui dire, c'est que justement il y a quelque chose de disjoint entre la beauté, comme on peut comprendre, du cosmos à toute échelle et la réalité que l'on vit. Et il voulait essayer de trouver un lien entre cette beauté et la réalité de ce que l'on vit qui nous aide en fait à essayer de sortir du marasme puisque, comme vous l'avez vu, il le dit 20 fois, ça ne va pas, je me sens, etc., j'ai tout le cœur avec, mais je ne sais pas que faire. Et donc, moi, ce que j'ai essayé, c'était de lui montrer que quand on zoome sur ce que l'on voit à grande échelle, et on arrive à ce qu'est la Terre, le système solaire, et nous-mêmes, le vivant sur Terre, on arrive à une idée qui n'a pas grand-chose à voir avec l'image première. L'image première qui tend à dire que c'est partout la même chose, elle est contredite par ce que l'on voit à petite échelle. Et tout d'un coup, on construit quelque chose sur le fait que ce qui fait l'évolution, ce qui fait qu'on est là, ce qui fait qu'à un moment donné, on est passé d'un monde qui pouvait être paisible à un monde qui est catastrophique, et qu'on voit les images de Gaza, et qu'on voit tout ça, on s'est dit, mais quel est le lien entre comment on est arrivé là ? Et on arrive à cette idée que l'évolution, et l'évolution du vivant, l'évolution de nos sociétés, rien n'est écrit. Il n'y a pas de déterminisme absolu. Ce n'est pas que ça a été lancé et qu'on ne pouvait pas l'éviter, c'est que c'est arrivé là. Il y a évidemment aussi un déterminisme aujourd'hui dans ce qui va se passer dans les décennies qui viennent. Mais la chose la plus importante, moi, il me semblait, et que c'était ça qui devait servir de lien tout au long du film. Et je trouve que c'est relativement réussi, grâce entre autres à Anne-Sophie, qui l'a vraiment écrit et mis en mots, c'est qu'effectivement, l'évolution, elle est faite d'événements auxquels chacun peut contribuer. Rien n'est écrit, ce qui veut dire que le futur n'est pas écrit. Il n'y a pas un modèle qu'il faut aller, on ne va pas forcément vers le bien ou le mal. Il faut le construire et chacun, dans ce qu'il fait, c'est là que le singulier arrive, chacun dans ce qu'il fait, dans ce qu'il consomme, dans ce qu'il mange, etc., mais aussi dans ce qu'il vote, contribue à l'évolution de la biosphère.
Et donc, on a un outil extraordinaire. Alors après, se pose la question de la constante de temps. Mais avant, il faut bien voir que cette idée que le collectif, on ne peut pas y échapper quelque part, parce que, effectivement, toutes nos actions, que l'on fasse, qu'on ait l'impression de faire ou de ne pas faire, on mange, on vote ou on ne vote pas, tout prend un sens par rapport au futur. Et là, la question est de savoir si ce futur, il est suffisamment immédiat pour renverser des choses. Et l'exemple que je prends toujours pour moi-même, de la rapidité avec laquelle les choses peuvent changer, c'est ce que j'ai vécu même ici au Festival Atmosphère. Depuis 15 ans que je le suis, puisque je le suis depuis le début. Il y a quelque chose d'extraordinaire. La première fois que les scientifiques ont vraiment jeté un énorme drapeau pour dire attention, on va dans le mur avec ces affaires-là, c'est en 92, 1992 à Rio, le fameux texte de Rio. C'était il y a 30 ans. Et à l'époque, bien sûr, ça fait un flop, c'est-à-dire que c'était un truc qui s'adressait aux gouvernants de l'époque, et ça fait un flop parce qu'on s'adressait à des gens dont la fonction d'être, pratiquement, c'est de faire le contraire de ce que les scientifiques disaient. C'est-à-dire qu'il faut arrêter la surproduction, il faut arrêter le profit tel qu'il est, il faut arrêter d'exploiter pour exploiter et de faire du profit avec. C'était tout ça qu'il y avait dans Rio. Eh bien, quand on voit comment la jeunesse a vraiment pris ça, partout, il n'y a pas que les jeunes, bien sûr, on y est tous, mais quand on voit comment l'évolution de la conscience de ce problème climatique a vraiment forgé les générations, je trouve ça extraordinaire. Au démarrage, effectivement, il a d'abord fallu convaincre que l'homme y est pour quelque chose. C'est-à-dire que ce n'est pas le soleil qui fait plus chaud ou plus froid, etc. Bien sûr, il le fait, mais l'activité humaine, par essentiellement les problèmes énergétiques, avec les affaires de gaz à effet de serre, les personnes ne savent même ce que voulait dire le gaz à effet de serre à l'époque. Maintenant, il n'y a pas un courant d'air chaud ou froid sans qu'on se dise, tiens, on y est pour quelque chose. Donc il y a eu cette progression. Et puis il y a eu, dans une dizaine d'années après, ça il y a 20 ans, ce film Anthropocène que vous avez peut-être vu. Plusieurs fois, il a été projeté même dans cette salle, et on m'a demandé plusieurs fois de faire des débats à ce propos-là. Parce que dans l'Anthropocène, c'est pour montrer la 6e extinction, de montrer que l'homme, depuis le néolithique, introduit quelque chose. Mais il y a quelque chose qui était important, il fallait le faire à l'époque, parce qu'il y avait le climato-scepticisme, et en France, on sait bien qu'il y avait des gens, Allègre et d'autres, qui essayaient d'expliquer que l'homme n'y est pour rien, et que de toute manière, c'est la nature, et que ça reviendra. Bref, il y a du déterminisme, on ne peut rien faire. Eh bien, on a bien vu que, et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de mauvais dans ce concept d'anthropocène, parce qu'anthropos, en grec, c'est l'homme comme espèce. C'est pas l'homme d'un certain mode de production, c'est l'homme comme espèce. Et si on dit aux jeunes, c'est l'homme comme espèce qui pose problème, ben on leur offre comme perspective de supprimer l'homme, ce qui n'est pas très enchanteur. Et donc, il fallait qu'il y ait une prise de conscience différente qui s'apparaisse. Et je pense que cette prise de conscience, elle est rapidement apparue. En quelques années, à nouveau, en 10 ans, les gens ont compris que ce n'est pas l'homme comme espèce, c'est l'homme d'un certain mode de production. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose de possible, il faut changer le mode de production. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que ce qui est dit ici en France, ou en Europe, même quelque part, qui sont les endroits où on a créé les empires avec l'esclavage, le colonialisme, etc. On a créé les inégalités que l'on voit aujourd'hui. Les gens... ça a créé un affrontement. Les gens le refusent pour de bonnes raisons, ce climat inégal, épouvantable, avec le sous-développement, etc. Et donc, bien sûr, cet affrontement, il faut le faire le plus pacifique possible. Mais on s'aperçoit que, dès qu'on se promène un petit peu, même en avion, on s'aperçoit que les idées qui paraissent dominantes ici ne le sont pas du tout à l'échelle de la planète. Et qu'il y a énormément d'endroits où, au contraire, cette question maintenant d'affronter les défis, parce qu'ils sont planétaires, à l'échelle planétaire, se pose réellement. Et donc ça aboutit à quelque chose d'autre que l'on sent de plus en plus poindre. Je pense que ce soir, quand ils vont donner les lauréats, aussi bien les courts-métrages que les scénarios, on va le voir à nouveau, que ce qui ressort de tout ça, c'est une prise de conscience auquel on ne s'attendait pas il y a 10-15 ans. Et donc la possibilité réellement de modifier des grands équilibres au niveau de la planète, pour que cette notion, en particulier d'arrêter la confrontation, toutes les confrontations, et de déboucher sur de la coopération, toutes les coopérations, comme objectif structurant des activités des prochaines décennies, et si possible des prochaines années, ça c'est quelque chose qui permet de passer de l'individuel au collectif, parce qu'il va y avoir des élections partout, et ces élections peuvent traduire ça, y compris dans des pays comme la France, où on part de loin. Sur la réconciliation, moi pareil, je ne sais pas si l'homme a déjà été réconcilié avec la nature.
Donc les naturalistes ne sont pas toujours d'accord avec ça. Et quand on travaillait sur le film, moi, le titre qui me venait, c'était « Ce qui nous lie », avec cette idée d'avoir une conscience de ce qui, dans le cosmos, apparaît bien au début, dont on a beaucoup parlé avec Jean-Pierre, et qui aujourd'hui régule les équilibres du vivant. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup du climat, de science, de chiffres autour du CO2, et c'est pas forcément quelque chose qui va émouvoir, alors que quand on parle du vivant et des logiques qui aujourd'hui équilibrent la Terre, c'est important d'avoir cette conscience pour agir, en fait, tout simplement. Alors, allez-y. Oui, alors moi je voudrais... Oui. Ah, pardon, il y a monsieur qui attend depuis tout à l'heure. Et... Oui. Alors, oui. Non. Alors, j'y vais. À peine le film s'est terminé, j'ai levé la main. Alors, j'attends. Oui. Alors... Est-ce que je peux laissez le monsieur parler, puis on prend juste... Ou on prend les deux questions d'un coup, puis voilà. Oui. Je voudrais raconter... On peut laisser parler le monsieur. Comme vous voulez. Allez-y. Moi, je veux pas de bagarre. Bon. Alors, en fait, je voudrais raconter une petite histoire qui m'est arrivée, qui m'a beaucoup impressionnée quand j'étais jeune. Alors, c'est dans un domaine bien plus modeste que ce que monsieur Bibring vient de raconter, de nous présenter. En fait, j'étais jeune maman et j'avais 2 enfants petits. Et il y avait à la maison un immense amour parce que élever des enfants, pour moi, c'est un bonheur extraordinaire. Et nous étions dans une résidence où le chauffage était individuel. Donc chacun avait son chauffe-eau à gaz et chauffait chez soi. Et chez nous, j'avais pas mis le chauffage de l'hiver. Et il faisait froid dehors. Et il faisait chaud. Et tout le monde nous disait « Mais qu'est-ce qui fait bon chez vous ?» Alors un jour, je me suis dit « On prend le chauffage des voisins. » Je suis montée au-dessus, j'ai la voisine du dessus, et elle avait le chauffage, et il faisait froid. Je suis allée voir la voisine du dessous, elle avait le chauffage, et il faisait froid. Et chez nous, tout le monde disait « Mais qu'est-ce qui fait bon chez vous ?» L'année suivante, mon beau-père est décédé. Et nous l'aimions beaucoup, et donc nous étions... il n'y avait plus d'amour, on était cassés. Et là, il a fallu mettre le chauffage et on avait froid chez nous. Ce que je veux dire, et ça rejoint ce qu'a dit une des personnes dans le film, l'amour. Je crois qu'une des économies d'énergie, ça peut être tout simplement l'amour. Voilà ce que je voulais dire. C'est une histoire comme ça qui m'est arrivée. Et, Merci beaucoup. Oui, donc je voudrais intervenir sur la première chose qu'avait dit la demoiselle à propos de la réconciliation. Je me disais, il faudrait peut-être réconcilier l'homme avec l'homme, mais ce qui signifie l'homme qui subit avec l'homme qui fait subir. Et en ça, je rejoins la deuxième chose dont vous avez parlé juste avant, là, à savoir que les gens... Enfin, ça rejoint aussi ce que vous disiez, vous, au début. Vous parliez je dirais, un petit peu d'opposition entre l'individu et le collectif, enfin, l'individu et le politique. Il n'y a pas de politique qui puisse faire quelque chose sans qu'il y ait des individus qui les mettent au pouvoir. Donc, de toute façon, c'est lié. C'est l'individu qui crée le pouvoir. Alors, si les gens se mettent à créer du pouvoir qui va les oppresser, qui va les opprimer, je dirais malheureusement, la réalité, elle est là, c'est une logique. Et donc la question que je me posais tout au début de l'après-midi, je me disais, on est dans une commune qui fait un festival atmosphère, et je me suis dit, tiens, je vais regarder sur Internet, sur Wikipédia, ce qu'est ce monsieur le maire qui est venu présenter, etc. J'ai vu son pédigré depuis le début qu'il est élu, et je me suis dit, c'est quand même extraordinaire ce paradoxe. Une personne qui représente tout ce qui fait le malheur de la planète, à savoir c'est un monsieur qui est dans tous les partis qui ont été conservateurs, qui ont soutenu tous les pollueurs de la planète, les Total et tous les autres, et c'est dans cette commune-là qu'il y a ce festival. Alors je dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis c'est un paradoxe. Bon, de toute façon, il faut faire avec, on ne peut pas faire sans. Mais je me dis, pour être logique avec soi-même, je me dis qu'il faut penser à ce que disait Coluche à un moment. Il disait, de toute façon, si on veut pas que ça se vende,
que ce soit le pétrole, la voiture, quoi que ce soit, il ne faut pas l'acheter. Et c'est pour ça que là, c'est l'individu qui est au centre. Et que chacun, ici dans la salle et partout, chez nos amis et ailleurs, se pose la question, à chaque fois qu'on fait un achat, est-ce que c'est bien utile? Parce qu'on parle, on dit, ah oui, les Temu, les Chine, les machins, etc. Et moi, je me dis, bon, Temu, hop, c'est même pas la peine, je ne regarde pas. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont belles, qui sont pas chères, qui sont tout ce qu'on voudra. Mais bon, c'est la pollution de la planète. Chine, c'est pareil. Donc, ça peut paraître peut-être abrupt comme réaction ou comme raisonnement, mais moi, je me dis, je boycotte et puis c'est tout. C'est exactement ce que dit Yann, hein, c'est son discours. Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas agir comme vous. Moi, j'habite à la campagne. Je ne peux pas faire l'économie parfois de mettre de l'essence dans ma voiture. Il y a des personnes qui ne gagnent pas sans doute aussi bien leur vie et qui n'ont pas le choix d'acheter bio quand le bio a pris... voilà, en fait, et cette réalité-là, c'est une variable qu'il faut absolument considérer aujourd'hui. Et les injustices sociales, les injustices tout court, font qu'aujourd'hui, c'est difficile de se réconcilier. Jean-Pierre a évoqué les colonies. Quand on lit les penseurs de l'écologie, et notamment de l'écologie coloniale, Malcolm Ferdinand, ou tous les travaux qui sont faits par ces personnes-là aujourd'hui, quand ils disent faire monde, c'est déjà accepter qu'il faut s'excuser, comprendre et travailler sur ces sentiments d'injustice, parce qu'ils sont réels et ils sont fondés sur quelque chose qui aujourd'hui ne permet pas d'aller plus loin. Et ça, tant qu'on n'aura pas résolu ça, à mon avis, ça sera compliqué. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir des voix qui, dans les banlieues, dans des milieux sociaux qui ne s'étaient pas emparés des questions écologiques, on ait des voix qui se lèvent et qui arrivent à expliquer comment elles vivent l'écologie. Parce qu'il y a des personnes aussi qui n'ont pas les moyens d'agir, mais qui, par leur mode de vie, ne sont pas forcément ceux qui polluent le plus, et généralement bien moins que les autres. Donc voilà, et on voit bien dans la société... la question des jets privés ou de certains modes de vie des ultra-riches pose énormément de problèmes. La taxe Zuckman, c'est pour moi de l'écologie. Et c'est important aujourd'hui de porter ces sujets parce que ces inégalités-là nous empêchent aujourd'hui justement d'aller dans des espaces de réconciliation. Je voulais dire... moi-même, deux, trois mots, je sens que ça va bientôt être... Si vous avez encore des questions, il faut se dépêcher, parce que dans 5 minutes, en principe, il faut s'arrêter. D'abord, sur la réconciliation, je crois qu'on en a déjà parlé dans ce festival, d'ailleurs, hier aussi. Ça vient de loin, cette histoire du décalage entre l'homme et la nature. Je le rappelais, tout très laïque que je suis, si vous regardez dans la Genèse, l'homme a été créé au 6e jour, la nature s'est faite au 3e et au 5e, c'est-à-dire qu'il est arrivé après tout le reste. Et il y a un décalage... Et le décalage, il va très loin, très fortement. C'est-à-dire qu'on crée la nature, on crée la terre, on crée tout, et après, on fait venir l'homme. L'homme est là une fois que la nature y est déjà. Je ne dis pas que toute l'activité humaine actuellement est construite sur la Bible, mais l'Ancien Testament a quand même ceci de vrai, qu'il a 2 millénaires pour nous, et qu'on a un mal de chien à s'en extraire, qu'on ne le veuille ou pas, culturellement. Ce n'est pas une question de connaissance, c'est une question culturelle plus profonde. La deuxième chose que je voulais dire, juste d'un mot par rapport à ce que vous disiez, ça m'embête on ne peut pas laisser simplement dire comme ça que ce monsieur Kozlowski, il a intégré ce que toute la droite réactionnaire française porte. Il y a du vrai dans ce que vous dites, et le paradoxe, on l'a tous senti. On a tous compris que du jour où il savait qu'il ne serait plus député, ce qui est le cas maintenant, depuis quelque temps, il est libéré de quelque chose qui lui permet d'avoir un discours, y compris cette année, vendredi soir, tout à fait remarquable sur des questions essentielles, et qui colle tout à fait avec, sans aucune... démagogie sur ce que porte ce festival comme valeur sur la durabilité, etc. Et donc ça pose non pas la question de ce monsieur, mais du fait qu'effectivement, le personnel politique lui-même, quand il est aux affaires, il est tenu à éventuellement dire le contraire de ce qu'il pense. Mais maintenant qu'il pense et qu'il le dit, la même chose, c'est remarquable. Donc je ne voudrais pas que M. Kozlowski sente qu'après la projection de ce film, il est mis à l'écart. Et... là, ensuite, on est arrivé sur l'histoire de la réconciliation, qui n'était pas l'idée d'Alice Bertrand. Lui, c'était vraiment l'homme par rapport à la nature. Maintenant, de l'homme par rapport à l'homme, avec cette question du bio qui est revenue plusieurs fois là dans le débat. Moi, je n'ai pas d'avis à donner. De toute manière, c'est pas ça. Voilà, chacun pense comme il pense, entre manger ou pas bio. Ce qui me paraît positif et négatif. Ce qui est négatif, c'est de se donner bonne conscience
en utilisant la couleur des poubelles, en mettant dans le bon tri, et puis dès qu'on a le dos tourné, faire autre chose, non pas sur les poubelles, mais sur sa vie de tous les jours. Il est clair qu'on vit dans un monde privilégié, j'en ai dit un mot tout à l'heure, et qu'on est dirigé par des gens qui nous aident à garder ce privilège acquis sur des siècles inégalitaires. Et donc il faut bien sûr toujours avoir la lucidité de voir que, il faut une conscience réelle, lucide des enjeux, et les enjeux sont à l'échelle planétaire. La deuxième, c'est que ce n'est pas tellement ce que vous faites bien ou mal, éteindre une lumière, etc. Très bien, si on peut diminuer faisons-le. Mais ce n'est pas ça qui réglera le problème. Le problème de l'énergie en particulier, dont on n'a pas le temps de parler bien sûr ici, qui est le problème globalement de l'énergie sur cette planète, avec l'inégalité d'accès à l'énergie, et donc par rapport à ça, de regarder comment fabriquer de l'énergie qui règle à la fois le problème du sous-développement qui maintenant fait que des gens ont besoin d'énergie, et le fait que plus on le fait avec des moyens qui fabriquent du gaz carbonique et de la vapeur d'eau, on augmente les gaz à effet de serre, eh bien il faut faire réellement ça avec lucidité pour avoir des solutions. Et c'est vrai que la solution qui est dite dans le film, sans le dire comme ça, que par exemple faire de l'électrique, une voiture électrique, avec une électricité produite en brûlant de la lignite, c'est-à-dire le pire des charbons, comme font nos camarades allemands, c'est absolument scandaleux. Et que penser que les gens qui ont proposé ça s'appellent Verts, ce sont les Verts allemands qui ont proposé de revenir au charbon pour arrêter la radioactivité, pour arrêter le nucléaire, personnellement, je trouve que c'est un scandale qu'on n'a pas assez dénoncé. Donc il ne faut pas se donner bonne conscience sur ces questions-là. Il faut effectivement aller au bout de l'épure quand on veut ça. Et c'est vrai qu'en France, on a raison de prendre le train parce que le train électrique est fait avec du nucléaire, mais il faut aussi avoir le courage de le dire. S'il n'y avait pas de nucléaire, on ne serait pas dans cette situation. Et donc, penser et réfléchir réellement, avec la lucidité de ce qui se passe, à ce que sont les choix énergétiques pour nous comme pour la planète, à l'échelle de 5, 10, 15, 20 et 30 ans, parce que les réponses à 30 ans ne sont pas les mêmes que les réponses tout de suite. Donc on peut être à la fois pour la fusion nucléaire, pour la fission telle qu'elle est maintenant, en même temps qu'on dirige le durable. Donc c'est quelque chose qui n'est pas complexe de mon point de vue, parce que c'est vrai qu'on table sur l'ignorance des gens qu'on entretient, parce qu'on ne leur dit pas la réalité de ce que c'est, en manipulant comme ça des mots d'ordre pour ou contre le nucléaire, en ne faisant pas la différence entre le nucléaire civil et militaire, etc. On peut être contre le nucléaire militaire, ce que je suis, on peut être pour le nucléaire civil s'il est bien maîtrisé et bien défendu, ce qui n'empêche pas de faire, bien sûr, un effort important pour pouvoir s'en séparer dès qu'on pourra. Mais comme on ne le fera pas à l'échelle des 20 ans qui viennent, on est obligé d'y passer, et c'est une bonne chose. Donc voilà, donc ce passage de l'individuel avec lucidité par rapport au bio ou pas au bio, à une réflexion collective sur réellement l'ensemble des échelles qu'il faut prendre, qui sont réellement les échelles planétaires, avec des coopérations qu'il faut faire à grande échelle, avec des gens qui sont... Il y a 4 milliards d'individus actuellement qui sont en train de se dépêtrer pour sortir d'un certain nombre de choses qu'on a créées pour eux. Donc c'est ça l'urgence. Voilà. Et la sobriété. Pardon ? Et la sobriété. La sobriété éventuellement pour nous. Oui, une dernière question. Oui, alors un petit mot. J'étais un peu étonnée, moi, du titre et j'ai été soufflée par le film qui a soufflé plus de négatif que de positif. Pour moi, c'était vraiment, je trouve, un état des lieux tel qu'il est. Mais la balance, l'équilibre du positif à la fin, il n'y a peut-être pas assez, je trouve, d'élan positif. Néanmoins, bon, moi, je travaille dans les règles, l'application des réglementations environnementales européennes tous les jours, et pour des industriels, je regarde dans chaque nomenclature de produits quelles sont les substances dangereuses et pour les substituer, qu'elles ne soient pas mises sur le marché. Mais aujourd'hui, ça ne concerne que l'Europe. Et la vraie question, c'est quid du maillage de cet élan justement dans le bon sens au niveau planétaire, parce qu'aujourd'hui on se sent seul. Moi je m'occupe de traquer le traitement de surface qui aurait un problème sur la vis d'un véhicule par exemple. Je dis mais so what, je sers à quoi tous les jours en fait? Si mon voisin à côté il utilise le chrome hexavalent ou je ne sais quelle autre horreur on va dire, ce maillage-là, on se dit mais comment on le construit? Et effectivement, c'est du politique, mais c'est de la réglementation. Et c'est de la réglementation là aussi, quand on voit des réglementations REACH par exemple, qui fait 750 pages, des TPE, des PME, elles n'arrivent pas à appliquer ça. Donc c'est aussi des réglementations qui soient applicables et compréhensibles pour pouvoir faire les choses, quoi.
Oui. Elle avait un étang avec des arbres autour, et ça faisait du méthane, et on faisait cuire nos œufs, comme ça, simplement en remuant la vase. Et ben, ça brûlait pendant je ne sais pas combien de temps. Et est-ce que c'est est-ce que c'est une solution peut-être de faire du méthane? Parce que ça se fait tout seul. Nous, c'était un étang, des arbres autour, des nénuphars, et de temps en temps, on s'amusait, on faisait bouger la vase, et automatiquement, il y avait le méthane, et on faisait cuire nos œufs. Et autre chose. Et c'est le méthane. Alors, je voulais savoir où en était le méthane. C'est pire que le CO2, hein, donc c'est pas une solution. Comment? C'est pire que le CO2. C'est pire que le CO2. Le méthane se porte bien, c'est un peu le problème d'ailleurs que l'on a, c'est qu'il y en a beaucoup qui va ressortir avec le réchauffement, en plus des permafrosts, ça a été montré hier soir, entre autres, dans le film. Méthane, c'est du carbone et 4 hydrogènes, hein, c'est H4. Il n'y a pas si longtemps, toutes les cuisinières à gaz en France fonctionnaient au fameux gaz de lac. Le gaz de lac, c'est du méthane. Donc, si vous avez fait dans votre étang, votre marécage, c'était fait à l'échelle nationale, puisqu'on a utilisé le méthane beaucoup. La chose qu'il faut voir, c'est que, quel que soit le composé carboné que vous utilisez, du pétrole, du bois, du méthane, etc., dès qu'il y a du carbone quelque part, si vous faites de l'énergie en utilisant ça comme combustible, c'est-à-dire que vous prenez ça plus de l'oxygène, l'efficacité, d'abord, elle est toujours très faible, mais l'efficacité sera d'autant meilleure que tout le carbone, tout le C qu'il y a dans le méthane, se transforme en CO2 et tout l'hydrogène, H4, se transforme en H2O. Donc, tous les systèmes énergétiques qui vont prendre un composé carboné pour faire de l'énergie vont toujours tendre à fabriquer autant de CO2 et d'H2O que possible, parce que c'est la garantie pour avoir le plus d'énergie. Donc ça, c'est la base. La deuxième chose qu'il faut réaliser, c'est que la combustion, c'est-à-dire prendre quelque chose comme ça, un composé du carbone que l'on met avec de l'oxygène pour faire ça, c'est la plus inefficace des sources d'énergie. D'accord. C'est la quantité, au sens, pour ceux qui ont fait un peu de physique, la fraction de la masse que vous avez dans le méthane ou n'importe quoi et l'oxygène que vous retrouvez dans le CO2, c'est exactement la même chose à un tout petit quelque chose près. S'il y avait c'était la même chose, bien sûr, il n'y aurait pas d'énergie. Mais la fraction de la masse que vous transformez en énergie, c'est 1/10 milliardième. C'est pour ça que Lavoisier disait que si on fait C plus O2 donne CO2, rien ne se gagne, rien ne se crée. Ça veut dire quoi? C'est qu'on n'a pas de balance pour mesurer. Si vous mettez une bûche dans votre cheminée, vous la pesez avant, avec l'oxygène qui va bien, vous regardez les cendres, vous avez exactement la même masse parce que votre balance n'est pas capable de voir la différence entre ce que vous avez brûlé et ce que vous avez récupéré comme cendre. Et pourtant, il y a une petite différence, puisque c'est cette différence qui est l'énergie qui vous chauffe. Eh bien, c'est tellement faible que chaque fois qu'on a utilisé cette source d'énergie comme source unique, pratiquement maintenant, il y a plus de 80% de l'énergie globale, hein, je parle, pas que pour l'électricité et le chauffage, eh bien, il faut en brûler tellement que d'une part, on a un problème de ressources, c'est-à-dire qu'on brûle de plus en plus, donc on a de moins en moins des candidats, pas encore pour le méthane, mais pour le charbon, on sait qu'on n'est pas loin du but. Et surtout, on fabrique énormément de CO2 et d'H2O. Est-ce que c'est pour ça qu'à Versailles, tout au bout de Versailles, ils ont creusé, et il y a eu énormément d'ouvriers qui sont morts? Parce qu'il y avait justement peut-être le méthane. C'était tout au bout de Versailles. Le méthane en soi va pas forcément. Enfin, s'il y a beaucoup de méthane et qui remplace l'oxygène, bien sûr, oui. Non, le problème, c'est qu'une mauvaise combustion, la combustion n'est pas complète. Au lieu d'avoir du CO2, on a du CO, et le CO est mortel. Effectivement, à très faible. Tous les accidents que l'on voit quand il y a des gens qui meurent parce qu'on dit que leur poêle à gaz était mal réglé, c'est pour ça. Il faut que la combustion soit très bonne. Mais le problème, c'est que si elle est très bonne, ça donne beaucoup de CO2. Donc, bien sûr, après, on peut regarder si, à masse égale, il y a plus ou moins de CO2 selon qu'on prend du bois, du méthane, du charbon, etc. C'est vrai, il y en a des meilleurs que d'autres. Mais c'est pour ça que le mot d'ordre maintenant qui a été accepté comme le mot d'ordre générique, c'est la décarbonation. C'est-à-dire qu'il faut vraiment supprimer à terme l'essentiel, en tout cas le maximum, de sources d'énergie où il y a du carbone dedans, parce que si on le brûle, on fait du CO2 et on ne tiendra pas les échéances nécessaires. Merci. Y compris dans votre mare. Juste pour la dame qui avait posé la question avant. Donc c'est la question de la mondialisation, hein, tout simplement. Et il faut qu'on arrête. Ça y est là maintenant. Ouais, bon, on peut continuer d'en parler après si vous voulez. Merci à vous en tout cas.